Alors, bonjour, bienvenue à cette rencontre autour du thème Soutien et entraide, les mouvements coopératifs et communautaires du plateau de 1970 à 2000. Alors, c'est organisé évidemment en partenariat avec la Société d'histoire et de généalogie du plateau Mont-Royal, qui est membre de notre laboratoire, partenaire. Donc, c'est un bel exemple, un résultat de travail mené en partenariat. Je vous présente brièvement nos deux intervenants aujourd'hui. D'abord, Huguette Loubert, qui est un peu Madame Histoire du plateau, d'une certaine façon, tant elle est mêlée à au travail qui se fait au sein de la Société d'histoire. En particulier, depuis plus de 10 ans, elle dirige le centre de documentation de la société. Elle est aussi au conseil d'administration de la société, en plus d'être une résidente du plateau qui peut aussi témoigner à ce titre. Mathieu Roy est un étudiant au doctorat en histoire qui va préparer une thèse sur le rôle des mouvements coopératifs dans le déroulement de la Révolution tranquille et qui est membre étudiant de notre laboratoire, qui s'occupe ou anime, entre autres, un balado qui est réalisé, qui s'intitule Dans les coulisses de l'histoire et qui est réalisé dans le cadre de notre laboratoire. Donc, voilà pour la présentation. Huguette, à toi la parole. Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté, au nom de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal, de venir témoigner devant vous pour ce projet du bulletin sur les groupes communautaires et coopératifs en compagnie de Mathieu Roy. Le projet figurait depuis plusieurs années dans nos listes de thèmes à exploiter pour le bulletin. Avant de continuer, je dois vous faire une petite confidence. J'ai une dent qui est tombée au combat. Le dentiste s'en occupe, mais par la brèche, il y a quelques consonnes qui peuvent siffler quelquefois. Alors, mes excuses à l'avance. Passons maintenant aux choses sérieuses. Pour mieux nous faire connaître, voici un résumé de l'historique de la Société d'histoire du plateau Mont-Royal. Sa fondation date de janvier 2006. Il y avait eu une première société une quinzaine d'années auparavant, mais elle avait cessé ses activités peu après. Jusque-là, les documents imprimés sur le plateau se résumaient à quelques petites plaquettes. On y retrouvait les grandes lignes de l'histoire du plateau, bien sûr, que l'on peut retrouver dans l'histoire de Montréal, mais sans plus. À de rares occasions, dans les hebdomadaires du quartier, par exemple, de courts articles apparaissaient. C'est ce qui m'a amené, pour en savoir davantage, à devenir membre de la société après avoir lu une petite annonce dans le journal annonçant la fondation. C'est Richard Ouellette qui l'a fondée et présidée des débuts jusqu'à son décès en octobre 2020. Plusieurs des cofondateurs sont encore actifs au conseil d'administration ou sont restés membres. Je lui ai succédé par intérim et ensuite comme élu. Mais je dois vous dire que c'est à court terme seulement, car nous travaillons à assurer la relève, comme il est mentionné dans le plan d'action du plan stratégique 2019-2022, dont c'est la deuxième priorité. Plusieurs d'entre nous avançons en âge et pour assurer la pérennité de la société, il faut se préparer à transmettre le flambeau en recrutant des plus jeunes. La mission de la société est de chercher, de préserver et de mettre en valeur les faits, les documents et le patrimoine culturel qui témoignent de l'histoire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Sa gestion, son conseil d'administration est composé depuis les débuts de 9 personnes, mais aux dernières élections, il est passé à 10.
afin d'avoir la parité homme-femme. Ce qui prouve bien que nous sommes tournés vers le passé, mais nous sommes bien ancrés dans le présent. La communication. La Société d'histoire se doit de toucher un public le plus large possible. Le plan stratégique a identifié la communication comme étant la toute première priorité pour entrer en contact avec la collectivité. Dans ce but, de nombreuses activités visant à diffuser l'histoire du quartier ont été mises sur pied. Il y a tout d'abord le bulletin trimestriel auquel de nombreux collaborateurs ont participé et participent toujours. Depuis plusieurs années, un thème est attribué à chacun des bulletins, ce qui permet de faire appel à des rédacteurs de l'extérieur, et ils sont nombreux, connaissant bien le sujet traité pour compléter l'équipe interne. Il y a aussi le site Internet, créé lui aussi au début de la société, avec 2 webmestres dont les connaissances se complètent. Un blog très populaire de Gabriel Deschambault, architecte et urbaniste, qui est né sur le plateau et a toujours vécu. Gabriel aussi a tenu des chroniques régulières sur la petite histoire du plateau pendant plusieurs années, dans les journaux locaux, le Journal du Plateau, entre autres, et Pamplemousse. Le site comporte de nombreuses chroniques, des expositions virtuelles, une collection de cartes postales anciennes du plateau et beaucoup, beaucoup plus. On peut compter aussi sur le Centre de documentation et d'archives, dont nous parlerons plus loin, avec ses nombreuses activités, les plaques historiques installées à travers le territoire, il y en a 24 actuellement, et des visites guidées en été. Soulignons également, pour compléter les efforts de communication, l'attribution des prix rayonnement, engagement et engagement bénévole qui sont décernés à des personnes qui font rayonner l'histoire du quartier à l'échelle locale, nationale et internationale pour récompenser l'implication exceptionnelle d'une personne de notre quartier et aussi l'implication bénévole. À ce jour, 7 récipiendaires ont reçu un trophée. La pandémie a beaucoup ralenti la plupart de ces activités avec le public, évidemment. Mais les conférences qui ont été présentées en ligne ont dépassé largement les limites du plateau, même si les sujets étaient en lien, en fait, avec l'histoire du plateau. La gestion du patrimoine. Au cours des années, de nombreuses représentations, lettres et rencontres ont été faites à des paliers différents de gouvernance pour promouvoir ou protester dans des dossiers concernant la protection du patrimoine. Certains avec succès, d'autres qui ont laissé un goût amer et des désillusions. C'est une bataille sans fin. Le bénévolat. Toute l'organisation repose sur les bénévoles. Ils sont unis par la même passion pour la Société d'histoire, pour que la Société d'histoire vive et survive. Les bénévoles ont des formations ou des expériences professionnelles très diverses et mettent généreusement leur talent et leurs connaissances au profit de la société, en plus de leur temps précieux. Il ferait sûrement l'envie de bien des directeurs et directrices de ressources humaines. Les membres maintenant. L'adhésion des membres de la SHP est en croissance. Elle était de 75 en 2007 et de 351 à la fin de 2021. Ce qui est vraiment très appréciable car plusieurs sociétés d'histoire ont malheureusement vu leur nombre d'adhérents baisser de façon importante depuis le début de la pandémie. Le bulletin imprimé ou en version électronique et les infolettres ainsi que Facebook demeurent encore nos meilleurs moyens de communication avec eux. Le centre de documentation maintenant et d'archives, il ne faut pas oublier les archives. Le centre de documentation est le cœur de nos activités. Il a été inauguré en novembre 2011 et j'en assume la direction depuis les tout débuts. Il occupe des locaux dans l'ancien monastère des Pères du Saint-Sacrement qui a été transformé en centre de services communautaires en 1999. La bibliothèque offre à la consultation plus de 3500 ouvrages, dont 257 concernent uniquement le plateau. Il s'agit entre autres d'études patrimoniales et universitaires, de rapports archéologiques, de relevés de patrimoine religieux, d'inventaires patrimoniaux, monographies paroissiales, d'historiques de groupes communautaires, de documents imprimés par divers organismes, etc. C'est une mine d'informations et le travail de recherche de documents est continuel.
Il y a bien sûr son programme de conférences. Une quarantaine ont été présentées depuis l'ouverture du centre de documentation, toutes portant sur des sujets se rapportant à notre histoire locale. Il y a eu aussi des cafés-rencontres, des ateliers, soutien à la recherche, participation à des travaux spéciaux extérieurs, édition de livres, projection de films, etc. De plus, les archives occupent le tiers de sa superficie. Nous avons acquis depuis 10 ans environ 60 fonds et collections provenant de particuliers, de familles, de groupes ayant milité au cours des dernières décennies, de paroisses, etc. Plusieurs autres fonds sont aussi en négociation. Comme nous n'avons pas de salle d'exposition, nous avons, par des projets spéciaux subventionnés par la BANQ, Bibliothèque et Archives Canada, l'arrondissement et divers organismes du plateau, fait des expositions virtuelles qui sont disponibles sur notre site Internet, dont l'une qui sera inaugurée d'ici quelques semaines. Le traitement des fonds par une archiviste est en cours et ils pourront être consultés, nous l'espérons, en ligne dans quelques mois. Le bulletin trimestriel maintenant. Le bulletin a été édité sans discontinuer jusqu'à maintenant depuis 15 ans. On est dans la 16e année puisque nous devions fêter notre 15e l'année dernière. Richard Ouellette en a été le rédacteur en chef dévoué jusqu'à son décès. Depuis, il y a un comité qui a été mis en place de 4 personnes, avec Gabriel Deschambault, notre rédacteur en chef, Justin Bure, que plusieurs d'entre vous connaissez, et Michel Gagné et moi-même en tant que rédacteur invité à tour de rôle selon notre intérêt. Pour les thématiques, nous puisons dans l'histoire du territoire du plateau qui est très riche. Depuis Plessis-Belair qui installait ses tanneries vers 1714, jusqu'à maintenant, les thèmes ne manquent pas. Habituellement, nous traitons de faits qui ont plus d'une 50aine d'années, mais nous avons fait exception pour ce dernier. Il y avait une certaine urgence de recueillir les témoignages de ces mouvements des années 70 à 2000, car beaucoup des acteurs de ces mouvements sont encore vivants, mais vieillissants, encore en mesure de témoigner et d'offrir l'accès à leurs documents, qui sont toujours, pour la plupart, entre leurs mains et non dans les archives publiques. Une décennie de plus aurait passablement fait changer le tableau. Vous allez sans doute vous demander quelle était ma motivation à vouloir éditer un tel bulletin. J'habite maintenant le plateau depuis 41 ans et j'y avais habité plusieurs années auparavant. Je lisais les journaux qui étaient distribués régulièrement, le Guide Mont-Royal, entre autres, et le Liaison Saint-Louis. On y parlait abondamment de la coop Ollier et d'autres groupes qui œuvraient dans le quartier. Et leur local était à quelques pieds, en fait, de chez moi. À cette période, ma famille, ma vie professionnelle et une maison centenaire prenaient vraiment tout mon temps. Mais je sentais tout ce bouillonnement pour l'entraide. C'était également très inquiétant de vivre sur certaines rues car il y avait tellement d'incendies que pendant plusieurs années, c'était presque impossible d'obtenir une assurance maison. La ville avait pratiquement abandonné le plateau. Une décennie plus tard, je me suis engagée activement avec mon voisin, un sociologue, en passant. Il m'a vraiment tout appris pour défoncer les portes. Et engagée, dis-je, dans un comité pour l'amélioration de la qualité de vie de notre rue et par la suite comme cofondatrice de l'Association des résidents et résidentes du plateau Mont-Royal de 1998 à 2008. Et participé aussi au comité de circulation de la Maison d'Aurore de 2005 à 2008, en plus d'être sur son CA. Au cours de nos nombreuses réunions, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs militants des décennies précédentes ou entendu parler d'eux. J'étais vraiment très impressionnée par ce qu'ils avaient fait pour la communauté. La plupart d'entre eux et ou elles prenaient leur retraite à ce moment-là, après des années de travail communautaire. Au moment de retrouver ces gens dévoués, au moment de réaliser un bulletin spécial pour notre 15e anniversaire, j'ai proposé de parler de ces mouvements. À part les journaux, on ne trouvait pas d'écrits sur les années 70 à 2000. On en était presque à la tradition orale. Pour une période si effervescente, c'était bien triste. Il fallait donc retrouver ces gens dévoués, les rencontrer, consulter leurs documents
et leurs photos. Il fallait, attendez un petit peu, il fallait évidemment trouver de l'aide pour que quelqu'un se consacre pendant des heures et des heures à cette recherche. Lors d'une réunion du laboratoire d'histoire, j'ai esquissé les grandes lignes de ce projet et Joanne Burgess m'a encouragé à présenter une demande pour l'aide à la recherche. À mon grand plaisir, la demande a été acceptée. L'historien émérite Jean-Claude Robert, que je salue, nous a accompagnés dans le choix des candidats et c'est Mathieu Roy qui a été choisi et qui a rempli son mandat d'une façon exceptionnelle. À mon avis, le sujet lui plaisait. Je lui ai transmis le peu d'informations dont je disposais et il a fait un véritable travail de limier. Heureusement, ces acteurs du milieu se connaissaient entre eux et formaient un vaste réseau. Ils nous ont aidés à retracer les uns et les autres. Leur collaboration et leur générosité ont été exemplaires. Pour la rédaction du bulletin, nous avons cherché des témoignages pour qu'ils soient vivants et avons fait appel dans la mesure du possible à des personnes ayant travaillé dans les organismes concernés. Pour certains organismes, c'était facile, mais pour d'autres, beaucoup plus ardu. Nous avons fait des résumés des entrevues que Mathieu avait réalisées et fait d'autres entrevues pour compléter le bulletin. Les photos nous ont été généreusement offertes par les photographes eux-mêmes. Certains organismes de ces années-là font encore partie du paysage communautaire du plateau et auraient bien mérité de figurer dans ce numéro. Mais l'espace restreint et le temps nous ont obligés à faire un choix. Cependant, grâce aux liens créés par la recherche et le bulletin publié, la Société d'histoire du plateau pourra continuer à enrichir les archives déjà recueillies afin de perpétuer le souvenir de ces valeureux et valeureuses qui voulaient changer le monde. Notre 15e anniversaire maintenant. Nous avons préparé tout un programme de fêtes pour célébrer dignement notre 15e anniversaire. Nous avons prévu le lancement du bulletin spécial et du recueil des bulletins des 5 dernières années, qui est en préparation, et l'attribution des prix de la SHP. Tout est sur la glace, évidemment, et nous attendons impatiemment le moment propice. On pourrait peut-être ajouter à notre fête la célébration de la fin de la pandémie. En attendant, le bulletin spécial est bien là. En terminant, au nom de la Société d'histoire du plateau, tous nos remerciements au Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal pour cette collaboration. En soutenant le projet de notre société, l'une des nombreuses de l'île de Montréal, le laboratoire reconnaît la valeur de ces organismes pour le développement de l'histoire locale. C'est vraiment très motivant. Je vous laisse maintenant en compagnie de Mathieu Roy qui vous parlera de ses recherches. Merci à tous. Merci beaucoup, Mme Loubert, pour la présentation. Tel qu'il a été mentionné, j'ai été embauché par la Société d'histoire du plateau en collaboration avec le laboratoire l'hiver passé pour une 150aine d'heures pour travailler sur le bulletin de la Société qui est paru en mois de décembre passé, qui porte sur les mouvements de soutien d'entraide sur le plateau Mont-Royal. Alors, je vais commencer... Oh, j'ai un problème avec les... OK. Donc, je vais commencer ma présentation justement en faisant le portrait des principaux organismes de l'époque. C'est sûr que je ne peux pas parler de tous les organismes qu'il y avait dans ces années-là. Donc, je vais me concentrer vraiment sur ceux qui ont eu un rôle fort, un rôle pionnier, puis qui ont été un peu des incubateurs de projets. Donc, qui ont fait des petits, puis qui ont vraiment été, qui ont eu le plus de rayonnement. Ensuite de ça, je vais vous parler de toutes les archives qu'on a colligées pour l'écriture du bulletin, parce qu'à la base, le projet consistait surtout à monter un fonds d'archives pour cette publication. Puis ensuite de ça, je vais aborder brièvement les legs du mouvement coopératif d'entraide sur le plateau Mont-Royal. Donc, il existe une riche production historiographique au Québec sur les mouvements coopératifs, mais il y avait très peu d'articles ou de monographies, d'informations, bref, qui étaient sortis sur les mouvements d'entraide sur le plateau. Donc, il y avait certains articles dans le dictionnaire historique du plateau Mont-Royal, des articles très intéressants qui m'ont été utiles, qui m'ont servi de point de départ, mais aussi les travaux de Bérard, Collin, Schaffer dans l'histoire de Montréal, dirigée par Denis Fougère, sur l'institutionnalisation des mobilisations politiques en contexte urbain, les travaux de Louis Favreau aussi sur l'organisation communautaire à Montréal, puis ceux de Jean-Pierre Collin, notamment sur les coopératives d'habitation. Il faut dire que comparativement à d'autres quartiers comme Pointe-Saint-Charles, par exemple, il y avait moins d'informations sur le communautaire que j'ai pu trouver. Donc, j'ai regardé aussi ce qui s'était fait à Pointe-Saint-Charles, Centre-Sud, etc.
Donc, le contexte de mobilisation des années 70, évidemment, on le connaît, il y avait vraiment un grand foisonnement. Donc, à l'aube des années 70, le plateau, c'est un lieu où il y avait beaucoup de problèmes sociaux. Donc, il y avait de la pauvreté, de la malpropreté, il y avait des problèmes de logement, d'infrastructure et d'incendie. La plupart du temps, quand les édifices brûlaient, bon, la ville ne ramassait pas les détritus, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'insalubrité. C'était aussi l'époque de la rénovation urbaine, donc l'expansion du centre-ville. Le plateau Mont-Royal a été un des premiers quartiers qui a été touché avec la Petite Bourgogne. Alors, face à ces problèmes-là, il y a des citoyens qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes, puis qui se sont réunis à partir de la base. Donc, ça a formé des groupes militants, communautaires, coopératives, mais peu importe la structure, il y avait tout en commun d'œuvrer à l'amélioration des qualités de vie. Puis globalement, bon, entre les années 60, 80, on voit vraiment, bon, le contexte est caractérisé par une montée de l'action sociale, puis des mobilisations. Pour vous faire le portrait des groupes, là, des résultats de notre recherche, je vais commencer par, bon, je vais suivre certaines phases. Donc, la première phase qu'il y a eu de mobilisation, ça a surtout été dans le domaine du logement. Ensuite de ça, ça a vu les initiatives dans le domaine du logement ont vu naître plusieurs initiatives de solidarité sociale, puis ensuite de ça, qui ont laissé le pas à une vie récréative, puis une vie communautaire qui est encore aujourd'hui très riche sur le plateau. Il faut dire que les luttes pour le logement n'ont évidemment pas commencé dans les années 70. Déjà dans les années 30, bon, il y avait le mouvement des squatteurs. Ensuite de ça, au courant de l'après-guerre, il y a eu plusieurs mobilisations pour la construction de nouveaux logements parce qu'il bon, y avait une pénurie de matériaux à cause de la mobilisation qu'il y avait eu pendant la guerre. Mais le contexte des années 70 ça est vraiment marqué par celui de la rénovation urbaine. Alors, c'est dans ce contexte-là que va être créé le Comité Logement Saint-Louis en 1974, dans le contexte d'un projet immobilier qui, je pense qu'il s'appelait Saint-Louis-sur-le-Parc. Donc, on voulait construire des grandes tours d'habitation tout autour du carré Saint-Louis, là où aujourd'hui il y a d'extrêmement belles maisons victoriennes. Bon, à l'époque, c'était plus délabré, puis on voulait les mettre à terre justement pour créer un parc immobilier. Donc, les citoyens se sont vraiment mobilisés contre ce projet-là. Il y a eu aussi la bataille de la rue Saint-Norbert en 1975. Donc, la ville voulait créer sur la rue Saint-Norbert, voulait créer un garage municipal. Donc, il y a une cinquantaine de maisons là, de type victorien où il y avait plusieurs étudiants qui habitaient. Il y avait aussi pas mal d'immigrants d'Europe de l'Est qui y résidaient. Il y a eu des occupations très longues. Il y a eu un gros rapport de force, justement un gros bras de fer qui s'est fait avec la ville pour renverser le projet. Finalement, la ville a eu gain de cause, puis ces maisons-là ont été rasées. Et bon, ces premières mobilisations-là ont permis à plusieurs militants, plusieurs militantes de se faire leur arme. Et puis, on essayait vraiment de combiner, selon Bernard Vallée, que j'ai pu rencontrer, qui est un des fondateurs du comité logement, on essayait vraiment de créer un sentiment d'appartenance qui, ensuite de ça, ouvrait à l'engagement. Donc, ce n'était pas juste une question d'amélioration des conditions de vie. En fait, ça se joignait à des objectifs plus vastes, là, justement, de créer un sentiment de fierté pour les habitants du plateau, alors que le quartier était complètement dévalorisé. C'était certainement pas dans ces années-là le quartier, disons, branché qu'on connaît aujourd'hui. Les initiatives qui ont eu lieu sur le plateau Mont-Royal ont mené à des mobilisations, évidemment, au niveau municipal, au niveau national. Donc, on peut dire vraiment que les initiatives qu'il y a eu ont eu un rôle précurseur. Fin des années 70, bon, on assiste à la création du Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, puis plus tard au regroupement des comités logements et aux associations de locataires du Québec. Donc, en collaboration surtout avec d'autres associations qui étaient très actives à Montréal, comme dans le Centre-Sud ou ailleurs au Québec, comme à Gatineau, on a vraiment eu un impact majeur au niveau national. En 1987, va être créé aussi les habitations communautaires vie urbaine. Donc, le but, c'était de retirer des immeubles du marché. Donc, il y a plusieurs... excusez-moi, j'ai sauté une diapositive. Donc, il y a plusieurs, justement, militants qui ont vu dans la création de coopératives un moyen, justement, de retirer des immeubles du marché, puis, justement, de combiner, encore une fois, ces deux vocations-là, c'est-à-dire protection du patrimoine et amélioration des conditions de logement. On peut difficilement parler des... Moi, quand je change de diapo, il y a comme un petit délai, puis ça ne fait pas toujours ce que je veux. Donc, on peut difficilement parler aussi des luttes pour le logement sans aborder le cas de Milton Park. Bon, c'est sûr que, bon là, vous allez me dire que Milton Park, ce n'est pas dans le plateau. Mais donc, la Société d'histoire a une vision plus large et englobante du plateau. Donc, on considérait que ça en faisait partie.
C'est un projet qui a commencé fin des années 50, dans les années 60. Il y a une firme qui s'appelait Concordia Estate qui voulait racheter le parc immobilier justement pour construire des grandes tours d'habitation. Alors, face à ça, il y a plusieurs citoyens qui se sont mobilisés. Aujourd'hui, le quartier Milton Park, c'est ce qu'on considère communément comme le ghetto McGill. Puis, donc, il y a plusieurs citoyens qui se sont mobilisés. Puis, ça a donné lieu au plus gros projet de restauration d'habitats anciens au Canada. Donc, les mobilisations ont vraiment duré sur des années. Il y a eu énormément de représentations politiques. Il y a même des gens qui ont fait une grève de la faim. Il y a une première phase du projet qui a réussi, c'est-à-dire qu'en 1972, je pense que c'est à peu près un quart du quartier qui a été rasé pour des tours d'habitation. Mais finalement, les citoyens ont eu gain de cause. Donc, c'est aussi une autre mobilisation majeure qu'il y a eu à Montréal, qui a vraiment formé plusieurs militants et militantes, puis ensuite de ça, qui a eu un rôle fort là, justement dans les mobilisations pour les droits du logement. L'enjeu du logement va vraiment mener plusieurs militants et militantes à prendre conscience des conditions de vie déplorables d'une bonne partie de la population. Donc souvent, ils essayaient de sensibiliser la population face aux enjeux de logement, mais ils réussissaient difficilement considérant les conditions de vie dans lesquelles les gens étaient. Donc, ça va mener plusieurs groupes, justement, qui militent pour le logement, à organiser d'autres types d'initiatives, comme de l'aide juridique, de l'aide alimentaire, des services aux femmes, puis aux populations immigrantes aussi. Donc, c'est vraiment des groupes qui ont commencé à naître autour des mobilisations pour le logement, qui travaillaient main dans la main. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'un véritable réseau d'entraide là, qui est stimulé au cours de ces années, qui prend son envol. Parmi ceux-ci, un des gros morceaux, c'est la coopérative des citoyens d'Ollier, donc qui est dans ce qu'on appelait anciennement le quartier Ollier, près de l'école et du parc du même nom. Donc, c'est une coopérative là, justement qui a été créée par le vicaire Gaston Michaud. Gaston Michaud, c'était un prêtre qui, finalement, il a défroqué parce qu'en dénonçant justement le manque de sensibilité de l'Église catholique envers les populations qui vivaient de la marginalité. Donc, c'est ce qu'on appelait là, un des curés rouges, donc, qui était très près de la classe ouvrière. Il y en a eu d'autres dans le Myland, par exemple. Il y a eu Hubert Falardeau. Donc, lui, il a défroqué pour créer une coopérative. Puis sa coopérative faisait de l'aide alimentaire. Il y avait aussi un marché aux puces où ils donnaient ou vendaient à prix modique là, des électros pour les gens qui n'en avaient pas. Ils ont parti même un camp familial là, en Estrie à Racine. Je pense que le camp existe encore de nos jours. Et éventuellement, les gens qui s'organisaient autour de Gaston Michaud l'ont aidé justement à se faire élire dans le mouvement pour la démocratie scolaire aux élections scolaires de 1973. Alors, ça démontre comment plusieurs de ces groupes-là, ces groupes sociaux, ont fait le saut éventuellement dans l'arène politique. Il y avait beaucoup de mobilisation. Souvent, quand les édifices brûlaient, la ville les laissait là. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils, pendant la nuit, ils prenaient les débris, ils remettaient dans la rue. La ville arrivait le matin même, bulldozait le tout, remettait ça sur les terrains. Puis là, il y avait un jeu de chat et la souris. Ils faisaient ça plusieurs jours de suite, monter des barricades. Puis, éventuellement, même les citoyens se faisaient arrêter. Puis, ça faisait parler. Puis, éventuellement, la ville, évidemment, a décidé de ramasser les taudis qu'il laissait aux propriétaires. Dans le domaine de la solidarité sociale, une initiative très importante qu'il y a eu, c'est la clinique des citoyens de Saint-Jean. Donc, c'est une clinique qui a vu le jour dans le Centre-Sud, puis qu'ensuite de ça, a déménagé sur le plateau Mont-Royal. Elle a fait gratuitement des services de santé selon un modèle d'autogestion. Alors, le personnel médical, les médecins, étaient traités sur le même pied d'égalité que les citoyens. Toutes les décisions étaient prises collectivement. Puis, la clinique était autofinancée et autogérée. Donc, elle a eu un rôle qui était vraiment précurseur parce qu'elle s'est mobilisée. Il faut dire que ce n'est pas la seule initiative qu'il y a eu au Québec. Il y en avait plusieurs en région. Donc, c'est un peu l'ancêtre, les cliniques populaires comme ça, du réseau de CLSC. Ces mobilisations-là qu'il y a eu sur le plateau Mont-Royal, on menait à l'instauration d'un réseau national. Quand il y a eu la commission Castonguay-Nepveux au début des années 70, la clinique a fait beaucoup de mobilisation pour garder son statut d'autogestion. Malheureusement pour eux, ça n'a pas fonctionné. Elle a continué d'exister jusqu'au milieu des années 80 pour finalement s'intégrer au CLSC du plateau, mais quand même, au cours de toutes ces années-là, il a desservi à peu près 20 000 citoyens, donnait les services d'optométrie, les services dentaires même gratuitement. Et elle avait une vision qui était beaucoup plus intégrante du domaine de la santé. Donc, elle dénonçait une action des gouvernements, puis le refus des services de santé de la ville de Montréal. Elle luttait pour la salubrité. Donc, vraiment, c'était vraiment une clinique qui était concentrée sur l'amélioration aussi des conditions de vie en milieu urbain, une vision qui était beaucoup plus engagée de la santé.
Parmi les autres initiatives, on compte les ateliers populaires qui visaient à donner des cours d'économie familiale, de la formation politique. On donnait aussi, c'était vraiment vaste, on pouvait donner des cours de français, des cours d'anglais, on donnait des cours d'informatique aussi aux populations. Je mentionnais l'aide juridique, tout ça, le Centre des femmes aussi qui est né pour donner des services aux femmes et les garderies populaires. Les garderies populaires, c'est une autre mobilisation qu'il y a eu, qui a commencé, ça a commencé aussi dans le centre-sud, simultanément au plateau Mont-Royal. Mais c'est des parents qui, face au manque de services de garderie, ont décidé de se partir, encore une fois, des garderies qui étaient autogérées. Donc, les parents donnaient un certain nombre d'heures pour la gestion des garderies. Et c'est encore une fois des gens qui avaient une vision beaucoup plus vaste du rôle de la santé puis des garderies dans le quartier. Et ces mobilisations-là qu'il y a eu dans le quartier pour les garderies populaires ont éventuellement mené à l'instauration d'un réseau national de garderies. Donc, on a énormément d'archives qui ont été colligées là-dessus sur les mobilisations politiques. D'ailleurs, la page couverture du bulletin nous offre un bel exemple de mobilisation pour un réseau de garderies. L'art était souvent utilisé par tous ces groupes-là. Ici, on voit par exemple une photo d'une pièce de théâtre, justement, des quartiers où nous pourrons vivre. Donc, pour essayer de rayonner, pour essayer de sensibiliser le public, on utilisait beaucoup les fêtes, les murales. Les artistes qui étaient bien implantés dans le plateau contribuaient souvent à ces manifestations-là. On peut penser facilement à Pauline Julien, Gérald Godin, mais aussi Gaston Miron, qui utilisaient vraiment leur voix pour essayer de porter les revendications citoyennes. On voit ici, par exemple, sur la photo, c'est une soirée bénéfice avec le très coloré sculpteur Armand Vaillancourt, donc qui était là et qui contribuait vraiment aux mobilisations. Éventuellement, toutes ces initiatives qu'il y a eu dans le domaine de la solidarité sociale ont mené à stimuler beaucoup la vie communautaire. Donc, parmi ces organismes-là, il y a la Maison d'Aurore. La Maison d'Aurore, justement, est née fin des années 70. Elle a été créée par, justement, des gens qui avaient un attachement vers la solidarité sociale, mais qui ne se reconnaissaient pas dans, disons, les groupes plus militants, plus de gauche, marxistes-léninistes. Alors, c'était surtout des chrétiens qui avaient un peu déserté l'Église, puis qui ont parti justement dans l'ancien dépanneur d'Aurore Saint-Laurent. Ils ont parti une cuisine collective. Ils ont parti aussi un service qui s'appelait la débrouille du plateau, où les gens, peu importe le type de service, pouvaient s'y adresser. Il y avait des banques d'huile aussi, à un moment où on chauffait encore à l'huile. Donc, l'huile coûtait cher. Donc, il y avait une banque d'huile pour acheter de l'huile en vrac, puis pour essayer de diminuer les coûts. Projet Changement qui est né dans ces années-là aussi, des étudiants en médecine qui ont parti un centre communautaire pour les aînés. Plus tard, il y a eu Resto Plateau aussi pour faire de la réinsertion sociale. Et éventuellement, à la fin des années 90, tous ces groupes-là se sont coalisés pour racheter ce qui est le centre du monastère qui est au Père du Saint-Sacrement, qui est au coin de Saint-Hubert puis Mont-Royal. C'est un très bel édifice. Et puis, derrière le métro Mont-Royal, aujourd'hui, encore tous les groupes ont des locaux. Les groupes du Plateau, du Myland, justement, qui se sont coalisés. Puis c'est encore un milieu qui est très proactif, qui a combiné justement les besoins sociaux des populations avec la protection du patrimoine en rachetant un aussi bel édifice. Maintenant, pour ce qui est des documents qu'on a colligés au fil de tout ce projet, il y a énormément d'articles de journaux. Alors, il y a plus de 200 articles. On a une grosse revue de presse qui nous a été donnée sur toutes les mobilisations qu'il y a eu dans Milton Park. Il y a eu aussi des archives de la communauté des soignants de Milton Park. On a beaucoup de photos qu'on a réussi à récolter. Alors, je remercie. Il y a beaucoup de ces documents viennent de Bernard Vallée, que j'aimerais vraiment remercier personnellement. Ensuite de ça, j'ai fouillé dans la presse et le devoir entre 69 et 2000 pour retracer toutes les initiatives qu'il y avait eu, tous les articles qui parlaient des initiatives qu'il y a eu sur le plateau Mont-Royal. Le Guide Mont-Royal aussi, qui était le journal de quartier. On a trouvé pas mal d'informations. On a créé un index aussi. Donc, si vous voulez le consulter, si vous suivez l'index, vous regardez la légende de chaque article, puis vous pouvez voir, tel article parle de telle chose, vous allez consulter facilement. Le Liaison Saint-Louis, qui était à la BANQ, qui était un journal qui servait vraiment de liaison aux organismes communautaires. Alors, à partir de ça, on peut vraiment reconstruire tout le réseau d'entraide qu'il y avait dans ces années-là. On peut voir aussi le nom des gens qui s'y impliquaient le plus. Donc, on peut faire une certaine prosopographie du milieu. Et le journal En lutte, qui était le journal du Parti communiste, qui nous a été donné par Robert Comeau, que je salue aussi. Je ne sais pas s'il participe à la conférence, mais M. Comeau a accepté vraiment de nous donner toute sa collection parce qu'il s'y impliquait dans ces années-là.
Il y a beaucoup d'articles qui parlent là, des mobilisations marxistes-léninistes qu'il y avait parce que bon, c'était une époque où évidemment, le fond de l'air était très rouge. Et puis, les groupes marxistes-léninistes voulaient prendre contrôle de certains organismes pour, dans leurs termes, les mettre au service de la lutte des classes. Alors, il y avait plusieurs mobilisations comme ça. Puis, bon, ces documents-là relatent certaines de ces campagnes. Dans les photographies, bon, la Maison d'Aurore nous en a donné plusieurs, Projet Changement, tout ça, mais on en a récolté beaucoup du groupe de photographie populaire. Donc, il y avait un groupe formé notamment Alain Chagnon, Roger Charbonneau, Yves Rochon puis André Sénécal. C'était des photographes amateurs qui prenaient des clichés de la vie quotidienne et puis nous ont donné une énorme collection, là, des photos de très bonne qualité. Donc, le monde à bicyclette, il y a eu l'exposition récemment, c'était des photos qui venaient en grande partie de ces photographes-là. Ils nous ont aimablement donné cette collection-là et encore plus de photos même. Des photos de la Saint-Jean-Baptiste aussi. Dans ce temps-là, la Saint-Jean, c'était sur le Mont-Royal avant que ça déménage au Parc Maisonneuve, puis maintenant au centre-ville. Donc, plusieurs clichés de la fête nationale là, de ces années-là. Il y a eu une exposition aussi récemment. Il y avait des panneaux qui étaient installés, il me semble, c'était sur la rue Saint-Denis. Et plusieurs de ces photos-là nous ont été données à la Société et encore plus. Sinon, une collection qui s'appelle Collection Images des Québécois. Donc, c'est des photos vraiment de la vie quotidienne, de la mobilité urbaine, des photos des rues, des photos de l'intérieur des logements, des photos des habitants, des gens dans les dépanneurs. Donc, ça, c'est aussi une très grande banque d'images qu'on a pu récolter. Et évidemment, bon, plusieurs clichés là, qui ont des fêtes de quartier, des événements communautaires et tout ça. J'ai aussi mené 6 entrevues donc, avec des acteurs importants du milieu coopératif. En premier lieu, Bernard Vallée, qui était un des membres fondateurs du comité logement. J'ai rencontré aussi André Lavallée, là, qui était un ancien militant pour le logement. Donc, il a fait ses premières armes là, sur le plateau. Ensuite de ça, il a fondé le comité logement dans Rosemont. Il s'est impliqué aussi, il a été maire de Rosemont, il a été vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est responsable du premier plan d'urbanisme au début des années 90 à la Ville de Montréal. Donc, sous l'administration, en tout cas, il s'est présenté pour la RCM. C'était l'administration de Jean Doré, donc il a été très actif. Et donc, plusieurs comme ça ont fait le saut éventuellement en politique. C'est juste pour donner un exemple. L'organisateur d'André Lavallée, c'était Gilles Duceppe, qui ensuite de ça a été député fédéral là, sur le plateau. François Saillant également, que j'ai pu rencontrer, qui est le fondateur du FRAPRU, qui a été à la base de la Fondation de Québec solidaire avec Françoise David, Gaston Michaud, bon, que j'ai déjà parlé, Lorraine Decelle, qui a été directrice de la Maison d'Aurore, Serge Lavoie aussi, qui est un bénévole à Projet Changement, qui nous a expliqué bon, comment l'organisme fonctionnait. Je sais que Mme Loubert là, a fait d'autres types d'entrevues avec une militante là, dans le domaine des garderies populaires, puis aussi avec Kevin Colin, qui a été un des fondateurs là, de Radio Centre-Ville, où, évidemment, autour de la radio, bon, il y avait un foisonnement là, des groupes de soutien, d'entraide, des groupes communautaires. Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'il y a encore un réseau d'institutions qui est bien présent sur le plateau. C'est sûr que même si la qualité de vie s'est beaucoup améliorée, ces organismes-là, pour la plupart, existent toujours et donc encore beaucoup de lacunes à combler. On peut parler, par exemple, bon, de la crise que dans le domaine des garderies actuellement, dans le domaine de la santé aussi, de revisiter cette période-là, de revisiter ces initiatives-là. Ça nous permet de mieux comprendre les mobilisations qu'il y a eu, puis où on en est aujourd'hui. Donc, il y a aussi, bon, ça nous permet de voir le rôle précurseur de certaines mobilisations qu'il y a eu sur le plateau Mont-Royal, qui ensuite a mené à plusieurs changements au niveau municipal, au niveau national. C'est sûr que ce projet-là, bon, c'est un premier déchiffrage, mais il reste beaucoup de choses à découvrir. Donc, on espère vraiment que dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y a d'autres gens qui vont continuer à essayer de collaborer avec nous pour donner des fonds d'archives. On espère aussi que ça va stimuler de la recherche. Puis il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce milieu-là. Il y a assez d'archives qu'on a récoltées pour plusieurs études, là, plusieurs mémoires de maîtrise. Je pense par exemple dans le domaine des garderies. Il y a plusieurs choses qui pourraient être écrites là-dessus. Yves Rochon nous a donné vraiment une grosse collection de documents là, de toutes ces mobilisations-là. Puis il y a vraiment des études stimulantes qui pourraient être faites pour stimuler l'historiographie sur des domaines comme les mobilisations sociales en contexte urbain, les rapports de force politique, la préservation du patrimoine, la santé publique et plus encore. Je finirais peut-être en remerciant là, vraiment le laboratoire là, puis la Société d'histoire de m'avoir permis de travailler là-dessus. Je remercie beaucoup les gens qui ont donné vraiment de leur temps, là, plusieurs personnes là, que j'ai rencontrées qui m'ont donné de leur temps pour les entrevues, qui nous ont donné des archives.
Je n'ai pas mentionné, mais il y a Robert Sweeney aussi qu'on a rencontré, qui nous a donné, qui nous a prêté plusieurs de ses documents. Donc, je remercie beaucoup les gens qui ont collaboré et je vous invite vraiment à vous procurer pour avoir un plus grand étendu des résultats de cette recherche, le numéro qu'on a sorti au mois de décembre passé, le soutien et entraide sur les mouvements coopératifs sur le plateau Mont-Royal. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, Huguette. Merci, Mathieu, pour nous avoir entretenu sur ce sujet-là assez vaste, puis aussi sur l'histoire de la société. Il y a eu plusieurs échanges dans le clavardage, mais essentiellement des gens qui mettaient le lien vers le bulletin ou vers le site ou même de l'organisme À nous le plateau. Mais je n'ai pas vu de point d'interrogation. Donc, si les gens soit veulent écrire leurs questions ou simplement à micro ouvert, levez la main, là, vous êtes les bienvenus pour ce faire. C'est sûr que oui, je oui, peux faire un commentaire. Oui, puis c'est sûr qu'il y aura éventuellement des liens à établir avec ce qui s'est produit dans d'autres quartiers aussi. Il y a eu des recherches sur Hochelaga-Maisonneuve, oui, qui a été un autre quartier fort de la mobilisation populaire des groupes citoyens. Alors, moi, j'ai un étudiant français qui a fait une thèse sur ces activités dans Hochelaga-Maisonneuve en les comparant avec ce qu'on faisait au même moment à Saint-Denis, en banlieue de Paris, là, dans un quartier ouvrier aussi. Il y a eu les initiatives dans Saint-Henri avec le Père Couture aussi. Et il y a quand même un ensemble, il y a une dynamique là qui n'est pas propre au plateau, mais c'est clair que le plateau a joué un rôle extrêmement important. Ça a été un lieu de création d'initiatives, mais dans un contexte où dans d'autres quartiers, il y avait des initiatives similaires qui se présentaient aussi. Là, il y a eu un bouillonnement social assez remarquable, surtout à partir de 67-68. Donc, c'est une phase, dans le fond, de l'histoire de la ville, de l'histoire de la société urbaine, et qui s'enracine dans chaque quartier, mais qui a aussi une signification à l'échelle de la ville, et même parfois plus loin, parce qu'il y a eu des liens entre les militants à Québec, les militants à Montréal, avec les militants en France ou dans d'autres endroits. Donc, il y a encore plein de pistes à explorer là, pour enrichir la réflexion. Mais c'est sûr que ça commence par la mise en lumière de ce qui s'est fait localement dans chaque organisation, dans chaque lutte. Mais il ne faut jamais oublier la mise en contexte à laquelle tout ça peut mener. Hein? Merci, Paul-André. Donc, il y a M. Poliquin, si vous avez toujours une question. Ensuite, Mme Leduc et il y a Julie également. Donc, les trois prochaines questions, M. Poliquin, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Merci pour cette belle présentation, Mme Loubert et M. Roy. C'est vraiment intéressant. Je suis vraiment contente de voir que cette société existe et qu'elle perdure et qu'elle... Bravo, parce que c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai vécu pendant 12 ans en France, et quand je suis revenue au Québec, je trouvais qu'il y avait tellement peu de choses sur notre patrimoine. Ça m'a terrorisée. Et donc, je ne suis pas étonnée de savoir que ça existe seulement depuis 2010. C'est bien ça que j'ai compris, je crois. Et puis, par contre, ça existe. Et bravo. Donc, continuez, lâchez pas. J'ai une question qui peut être un petit peu polémisante. Ce n'est pas mon but, mais je pense qu'il faut aborder des sujets importants
Milton Park a été mentionné comme ne faisant pas partie du plateau. Milton Park fait partie du plateau en grande partie, peut-être même en totalité. Et ça m'amène à poser la question de la langue, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont faites dans le milieu anglophone et dans le milieu francophone, et l'intégration des deux milieux est encore aujourd'hui malheureusement tellement difficile et tellement... c'est tellement loin d'être réglé, mais il faut travailler dans ce sens-là. Donc, j'aimerais savoir quelle a été votre réflexion à ce sujet-là, parce que j'imagine qu'une société d'histoire est obligée de se poser cette question. Je comprends que vos communications soient en français. Ça me semble très logique et seulement en français. Je veux dire, on ne peut pas tout traduire à un moment donné, il ne faut pas virer fou. Mais qu'en est-il pour l'intégration des personnes qui sont anglophones, et donc des immigrants et des étrangers, et surtout des gens importants qui font partie de notre communauté, qui sont anglophones et qui font partie de notre histoire, dont Milton Park, qui est un milieu riche et intéressant au niveau communautaire et qu'on a souvent qu'on a eu tendance beaucoup à laisser de côté par le passé parce que justement, c'est le monde anglo et le monde franco. Bon, je ne vais pas m'étendre pendant 1 heure pour ma question. On va Je pense laisser, qu'elle est claire. on va Donc, laisser les gens répondre, s'il vous plaît, merci. soit Huguette ou Mathieu. Je peux commencer à répondre, puis peut-être Huguette. Oui, oui, vas-y. Pour ce qui est de Milton Park, bon, certains disent que oui, certains disent que non. Nous, on a décidé de l'intégrer. Si d'autres considèrent que c'est dans un autre quartier, puis en parlent dans d'autres sociétés d'histoire ou dans d'autres travaux, bon, moi, j'ai pas de difficulté. J'ai pas de, je pense qu'on n'a pas de problème avec ça. On a décidé de l'intégrer, mais c'est juste que plusieurs nous font la critique quand on l'intègre, puis d'autres nous font la critique quand on ne l'intègre pas. Fait que nous, on a fait quelque chose de mitoyen, on l'a intégré, mais on mentionne que bon, il y a un débat là-dessus. Mais bref, je pense que le débat là-dessus est assez secondaire, dans votre question qui posait surtout sur l'intégration du côté francophone et anglophone. C'est sûr que dans une présentation comme ça, on n'a pas le temps d'aborder, on vous donne un portrait, on n'a pas le temps d'aborder tous les enjeux qui peuvent être plus sensibles par rapport, par exemple, on peut parler donc, de l'intégration des personnes immigrantes, des personnes marginalisées, tout ça. Mais je vous dirais qu'il y a une bonne partie de la recherche, une bonne partie des journaux, des sources qu'on a colligées, qu'on a ramassées, qui traitent de cette question-là, qui parlent des initiatives qui étaient parties par le Centre des femmes, par le Centre Auto-Santé aussi. Pour ce qui est des populations immigrantes, bon, il y avait un centre portugais pendant longtemps qui existe encore aussi, plusieurs activités, plusieurs foisonnements, puis plusieurs des organismes que j'ai mentionnés, que ce soit le comité logement ou la maison d'Aurore, faisaient beaucoup de rapprochements interculturels. Parce que, bon, la question du logement, on peut dire que c'est une question qui touche la classe sociale. Ce n'est pas une question nécessairement qui touche la question linguistique. Donc, il y avait plusieurs rapprochements, oui, qui se faisaient dans ces regroupements-là, avec des Grecs aussi, à l'époque où il y avait beaucoup plus de Grecs sur le plateau Mont-Royal. Dans le liaison Saint-Louis, on a récolté plusieurs archives qui parlent là, justement de la communauté haïtienne qu'il y avait sur le plateau. Et pour ce qui est des anglophones, bien, il y en a plusieurs là, justement qui ont collaboré au bulletin. On peut penser à M. Wolfe, on peut penser à M. Colan. Donc, il y en a quand même certains qui gravitent, plusieurs en fait, qui gravitent autour de la société, dont les travaux nous sont utiles là, justement pour faire des rapprochements entre les deux communautés. Mais je pense que c'est quelque chose qui est cher, puis pour donner, qui est cher à la société, puis c'est aussi qu'il faut donner un portrait juste de ce à quoi ressemblaient les mouvements populaires de cette époque-là. Et oui, effectivement, il y en avait beaucoup. À la clinique Saint-Jacques, c'était parti beaucoup par des étudiants de McGill. Donc, il y en avait plusieurs qui collaboraient comme ça. Projet Changement aussi, c'était parti par des étudiants de McGill et qui contribuaient dans tous ces mouvements-là. Et puis, peut-être qu'on en a moins parlé là, dans la présentation, mais tout ça est relaté vraiment dans le fonds d'archives et dans le bulletin là, qu'on a produit. Je ne sais pas si Huguette avait quelque chose à rajouter là-dessus. Merci bien. Huguette, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Huguette? Oui, allez-y. Il faut enlever le micro, il faut mettre le micro plutôt, Huguette. Oui.
Oui, écoutez, nous, le territoire que nous couvrons, en fait, c'est tout le plateau, en fait, le plateau, ce qu'on peut dire légal, c'est-à-dire que officiel de la ville de Montréal. Donc, on n'a pas de frontière avec tel ou tel quartier, sauf qu'il y a quand même un esprit qui vit dans ce quartier-là, qui en fait presque un quartier par lui-même, comme la même chose pour Myland, en fait. Mais nous, on considère qu'on couvre tous les territoires. Alors, puis on travaille avec tout le monde, tous ceux qui veulent travailler avec nous, ils sont bienvenus et on a beaucoup de très bons contacts aussi avec tous ces gens-là. OK, la question suivante. Peut-être. Je pourrais dire quelque chose. Moi, je suis OMS. Le jour où j'ai quelqu'un qui m'aide à traduire, on pourra mettre des pages en anglais. Hein. Je compatis. Je compatis. Appel aux traducteurs, traductrices de la salle. On passera comme le temps file. Il y a Madame Julie, je ne sais pas malheureusement votre nom de famille, et par la suite, Monsieur Jonathan Ladry. Donc, à vous la parole. Bonjour, donc je m'appelle Julie Kalt. Alors moi, je travaille aux ateliers d'éducation populaire du Plateau. Voilà, organisme qui a eu une page entière dans votre beau bulletin. Je voulais aussi vous remercier pour la belle présentation, le gros travail que vous faites. Et aujourd'hui, je voudrais juste prendre la parole pour vous parler d'une lutte qui a lieu en ce moment, qui est menée par les 6 centres d'éducation populaire de Montréal. Donc, c'est tous des organismes, en fait, qui ont été créés dans les années 70-80, dans la dynamique que vous avez évoquée, et qui sont aujourd'hui menacés de fermeture. Donc, on a une pétition en ce moment qui est en ligne pour demander au ministre de l'Éducation de nous soutenir. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu le visuel de la campagne. Et donc, pour signer la pétition, donc il faut aller sur Internet, sur le site éducationpopulaire.ca. C'est très, très simple. C'est vraiment très, très simple. C'est juste mettre votre nom, puis de signer que vous soutenez. On a vraiment besoin, on est en pleine période, puis il nous reste 6 mois dans cette lutte pour assurer notre survie. Donc, ça fait vraiment écho à ce qui s'est dit aujourd'hui, puis aux héritages, aux legs de cette belle période. Donc, voilà, on travaille fort pour y arriver, puis on a besoin du soutien de toutes et tous. Donc, voilà, je vous remercie. Je vais remettre aussi dans le chat le lien pour la pétition. Si vous aviez quelques motivations pour aussi nous soutenir plus, aider à diffuser, ben, je vais aussi vous laisser mes coordonnées. Merci beaucoup. Donc, il y avait encore une main levée, M. Poliquin. OK, alors, une question à une personne que je trouve qui était vraiment incontournable, c'est le Dr. Berman. J'étais membre pendant plusieurs années de la clinique Saint-Jacques. Et Dr. Berman, qui est encore vivant et pratique à l'hôpital juif de Montréal. Ça a été mon médecin de famille pendant plusieurs années. Je pense que c'est un incontournable, vraiment une personne ressource au niveau de la santé. Également, il a attiré beaucoup d'étudiants anglophones. Quand même, ils sont venus apprendre le français en venant dans le plateau Mont-Royal, des étudiants de McGill comme tel. Et notre organisme qui n'a pas fait mention, eux avaient fait une espèce de répertoire ou d'une monographie. C'est le BCJ, le Bureau Consultation Jeunesse, qui avait fait des portraits socio-économiques de différents quartiers, entre autres le plateau Mont-Royal. Je pense avoir conservé certains documents. Alors ça me fait plaisir de donner ces documents que j'ai sur la Clinique Saint-Jacques et également sur d'autres associations. Et j'ai bien connu aussi le Gaston Michaud, Père Gaston Michaud, qui à ce moment-là, qui était aussi initiateur de ce qu'on appelait qu'il y avait des terrains vacants. Il a créé des mini-parcs pour favoriser le rapprochement pour les enfants, tout ça. C'était un des pères fondateurs, si on veut, des mini-packs. Et également, il s'est fait connaître surtout par la coop Aulier. Et également, je pense qu'il donne chaque année des conférences aussi là, sur différents thèmes. Là. Il habite, je pense, vous l'avez rencontré, quelqu'un qui l'a rencontré, je pense. Oui, on l'a passé en entrevue. Il nous a donné plusieurs de ses... En fait, on l'a rencontré 2 fois même. Il nous a donné plusieurs de ses documents. Puis, pour ce qui est du Dr. Berman, je ne savais pas qu'il était encore en vie, mais on parle de lui. Il y a un livre qui a été écrit sur l'histoire de la clinique Saint-Jacques, qui est très intéressant, là, par Robert Boivin. Puis, si vous avez des archives aussi, c'est sûr que la Société d'histoire serait intéressée à les obtenir. Tout à fait. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Question monsieur. peut-être pour Madame la question pour Madame la Présidente. Au niveau du centre de documentation, comment expliquer que c'est seulement ouvert une journée semaine le mardi, là? Il ne serait pas possible d'avoir des étudiants en archi ou des étudiants de l'Université de Montréal en bibliothéconomie pour les faire des stages ou contribuer à ce moment-là à la mise à la diffusion des archives et de la documentation. Puis également, à la Ville de Montréal, on a une super belle bibliothèque là, municipale dans le quartier. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un coin de la bibliothèque pour mettre en valeur là, les documents de la Société d'histoire? Voilà. C'est beaucoup la disponibilité des gens, en fait, parce qu'on travaille beaucoup de chez nous, tout le monde travaille beaucoup de la maison, mais c'est une question de disponibilité et parce que c'est quand même exigeant d'avoir des gens régulièrement, qui viennent régulièrement pour ça. Mais par contre, on offre le service de rendez-vous sur appel. Les gens nous appellent et puis on y va. Alors, il n'y a pas vraiment de difficulté pour aller consulter, parce que le mardi, c'est ouvert à tous, évidemment, sans rendez-vous, mais pas en ce moment, parce que là, évidemment, il faut faire avec la pandémie. Mais avant, c'était comme ça, c'était une journée ouverte au public sans rendez-vous, et les autres jours, mais vous appeliez, puis on s'y rendait. Je voulais juste mentionner que le bulletin, il est aussi disponible en vente au centre, et toujours le mardi, parce qu'on a toujours continué d'ouvrir. Et il faut par contre nous appeler avant de venir, parce qu'il faut contrôler le nombre de personnes qui circulent. Alors, c'est toujours, on a beaucoup de contraintes, mais quand même, on est ouvert, puis on vous souhaite la bienvenue. Bon, alors merci beaucoup. C'est une dernière question. Oui, on a le temps. Si on peut se permettre un petit 2 minutes de grâce. Oui. C'était, donc, Jonathan, je ne sais pas si c'était la même question, donc je vous invite peut-être à la poser, puisque vous en aviez une également dans le clavardage. Moi, j'aurais un souhait, là. J'aimerais trouver un stagiaire cet été pour nous aider à saisir des bulletins. Parce qu'on a une petite application qui permet de faire des recherches par article. Elle s'appelle Périodique si vous allez sur le site, dans le centre de documentation Périodique. Actuellement, on a saisi les bulletins jusqu'à mi-2014. Et il faudrait saisir la suite maintenant jusqu'à 2021. Donc, si j'ai des bras, je veux bien les conseiller. Bon, ben, c'est un autre appel également. Peut-être justement la dernière question, je vais la lire. Donc, c'est peut-être dirigé vers Mathieu. Donc, le recours à l'autogestion, le succès à la résilience de ce modèle était lié à quoi selon vos recherches? Est-ce que l'influence marxiste-léniniste dans les institutions, la réaction à Octobre 70, les mesures de guerre? Donc, rapidement, c'est une question qui mériterait un article au complet, là. Mais rapidement, Mathieu, c'est ça. Qu'est-ce qui est ressorti de cette influence-là? Bien, rapidement, je dirais un peu de tout ça. C'est sûr que c'est un contexte là, qui était extrêmement bouillonnant, qui était foisonnant. Il y avait une volonté là, généralisée, évidemment, dans la société québécoise là, de changer le monde. Donc, il y avait des influences qui étaient multiples, que ce soit les mobilisations en contexte urbain ou ailleurs, d'un point de vue national, il y avait une forte volonté de changer les choses. Donc, c'était un peu de tout ça. Puis, évidemment, je suis d'accord avec ce que M. Linteau a dit tout à l'heure. Là, c'est clair que ce qui se passait sur le plateau n'était pas exceptionnel au plateau. C'est sûr qu'il y a plusieurs mouvements qui ont eu un rôle précurseur, mais c'est avec, évidemment, d'autres réseaux de citoyens qui s'organisaient à l'échelle municipale, qui avaient lieu un peu partout au Québec, que ce soit à Québec, à Gatineau ou ailleurs. Bon, les citoyens s'organisaient. Puis, bon, ce contexte-là n'était pas propre au plateau, c'était propre vraiment là, au foisonnement d'idées de l'époque. OK, ben, c'est le temps de remercier nos deux intervenants d'aujourd'hui, Huguette Loubert et Mathieu Roy. Merci pour cet échange, cette présentation très riche et qui, évidemment, donne envie d'aller lire les articles du bulletin, d'approfondir les questions qui ont été soulevées. Alors, merci infiniment. Le laboratoire va continuer ses rencontres mensuelles, sauf que
la prochaine fois, ça prendra une forme différente. Hein? On sera invité le mardi 22 février à visiter l'exposition Tranches d'histoire à l'Écomusée du Tiers-Monde. Ce sera une visite guidée, évidemment, avec sous l'animation d'Éric Giroux, le directeur de l'Écomusée et le principal responsable aussi de l'exposition. Et ça, il faut s'inscrire, évidemment. Vous regarderez sur le site et vous allez normalement recevoir l'information que Véronica va faire circuler d'ici là pour vous inscrire. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. On avait quand même plusieurs dizaines de personnes présentes aujourd'hui pour la rencontre. Alors, c'est intéressant, c'est stimulant pour Huguette et Mathieu. C'est gratifiant aussi de voir cet intérêt. Alors, au revoir tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.